Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, heureux de vous retrouver. Nous sommes ensemble pendant une heure pour débattre avec mes chroniqueurs de l'actualité sportive de la semaine. Au programme ce soir, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Maxime Brossard à ma gauche vous donnera l'agenda de la semaine, sans oublier les questions du jour et je vais les piéger. Aujourd'hui, je le sens super bien. Enfin le débat avec pour l'avant-dernière émission de la saison, les mauvais souvenirs de la saison des chroniqueurs. Avec nous ce soir, Lucas Serdic. Bonsoir Lucas. Bonsoir Jean. Mehdi Guillonneau. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Jean. Et Maxime Brossard, bonsoir Maxime. Salut. Bon appétit Lucas Serdic. Voilà, c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Lucas Serdic vient d'arriver largement en avance, c'est-à-dire à 18h57. Et Maxime, en bon chroniqueur, en bon camarade, lui dit tiens, j'ai un gâteau. Ils sont bons ces gâteaux. De chocolat. Ils sont bons. Très bons. Ouais. Il a pas pu goûter avec Léon, il goûte maintenant. Ils sont très goûtus. Voilà. Oui, la dernière pour vous cette semaine de la saison, parce qu'on vous retrouve, j'imagine, l'année prochaine. Hein. Ouais, Wow, je sais pas. avec son agent, il va négocier. On vous Il s'appelle retrouve. Léon Serdic. Et il a fêté, c'est un an mercredi dernier. Hein. Tout à fait. Bon anniversaire à Léon qui nous écoute, bien évidemment. Eh oui. Évidemment. Et bon, le premier anniversaire, vous étiez déguisé en quoi en général, c'est ça, non? J'étais en déguisé en maillot de bain. Ah ouais, voilà. Je me suis baigné goulûment. Non, j'ai pas fait de déguisement. J'ai effectivement profité du beau temps. Ça ce va, week-end, n'est-ce ça pas s'est bien passé. Ah Nous oui, aussi, très on a profité Ouais. du beau temps. Jean a fait le premier match de rugby de sa vie. C'était épique, il aurait fallu le filmer quand même parce que ça valait le coup. Hein. Il a pris un crochet par un enfant de 14 ans. Ce qui est vraiment. Et alors après, il joue à Colomiers, il fait 1m85. Ça encore, c'est parce que vous aviez les jambes lourdes, on avait couru avant, mais le plus beau, première action, je récupère le ballon, et là, je comprends pas, je vois Jean qui part devant moi. Il part devant moi, il me fait un appel. On joue au rugby. Mais je lui dis Jean, on joue au rugby, hein, je suis pas quarterback, je vais pas te faire la passe. Hein. Et alors les deux jeunes contre qui on jouait, bien sûr, ils explosent de rire. Et puis Jean, il revient derrière, tout penaud, et on a pu rejouer, on a pu enfin lancer la partie. Vous avez fait exprès ou Non, il était là. Ouais. En fait, vous animez une émission de sport, mais vous C'est connaissez ça. pas le. Ouais. L'émission perd toute crédibilité après cette principe- anecdote. Ah oui. Le principal sport Je sais pas ce qui qu'il est- anime la région, quoi. S'il est passé par la tête, il m'a pris pour Tom Brady ou je sais pas. Je l'ai vu partir au loin là-bas. Ah, mais c'est ça en plus. Mais il s'y connaît pas plus en football américain. Hein, Mais- Ah ouais. Mais je me suis perdu, j'ai dit vas-y. Et il me dit mais t'es devant moi. Mince, c'est vrai. Et par contre, l'essai que je mets. Ah un bel essai. Ouais. Non, si, c'est vrai. Il a accéléré, il a bien pris l'intervalle. Il a du potentiel. Hein. Bon, à travailler quand même. Non. Il est gentil quand même, Maxime Brossard, parce qu'il faut le dire aux auditeurs. C'est qu'en fait, j'ai aplati derrière la ligne de Ah oui, but. ça aussi, c'était incroyable. C'est la première fois que je voyais ça. Le gars réussit un essai incroyable, il prend l'intervalle, il avance, il passe la défense. Et il continue, il court. Et il va aplatir un ballon mort, en fait, comme si le mec allait aplatir dans la tribune, quoi. Tu vois. Une Forrest Touchdown, non. Ouais, arrêtez. mais Une c'est Forrest Gump. En incroyable. plus, j'ai fait le dungeon, c'est-à-dire que je Oui, passe oui. et je me dis c'est Le bon, quoi, ouais. le quoi On a- Le touchdown. Le touchdown, il l'a jeté, jeté le ballon. Et j'ai jeté le ballon, ouais, mais il me dit mais aplati. Ah ouais, non, Vous avez déjà regardé du rugby, Jean Sureda? Mais oui, mais j'étais stressé. Ouais, c'est ça, ouais. C'était mon premier match, je jouais. À la limite, le manque de lucidité, genre. Faudra faire un match de chroniqueur comme on a fait là, sans plaquer, là, tranquille, en touchant avec les mains. Mais en fait, Ça me j'étais passe stressé parce que je jouais avec la légende de Blagnac. Voilà, C'est pour ça que j'étais un peu. on a joué stressé. tranquille, mais Et vous, c'était bien. votre week-end, Mehdi, c'est bien passé? Bon, c'était tranquille, c'était à base de repas, on a bien mangé, on a dû prendre 3 kilos, tout va bien. Très À bien. base de barbecue. Moi, je les ai C'est bien perdus. Ça va, j'ai un bon rythme maintenant. Ouais. Mais il faut reprendre le sport. Je hein, reprends les Mehdi. kilos de Jean Sureda. Eh, Voilà. On a mangé que des salades, mais on a beaucoup bu. C'est vrai? Avec Oui. modération, bien évidemment. Mais Ouais, de l'eau, il a pas toujours, précisé. Avec de l'eau, toujours pardon. aucune idée de qui est ce monsieur modération. De l'eau, toujours. Bon, je vois que vous êtes prêts, messieurs. On va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien. Les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué comme une joie ou une déception. Je vais me tourner vers Maxime Brossard puisqu'il va nous donner l'agenda de la semaine tout à l'heure. Oui. Je vais lui donner la parole maintenant, comme ça Ouais, il aura le temps je de vais se me taire reposer. après. Et la pression aussi, Maxime, parce que l'agenda, alors que Lucas est dans les studios, c'est Ouais. c'est quelque chose Moi, de rare. ça m'est déjà arrivé, mais Mais j'espère vous, que ça va bien se passer. Votre coup de cœur, coup de gueule, c'est plus un coup de projecteur, Ouais. on va dire. C'est sur un film sur Mike Tyson. Ouais, j'ai appelé ça un coup de clap puisque c'est C'est vrai. par rapport au cinéma. Donc
oui, c'est pour vous parler de changer un peu et vous parler de cinéma et vous parler d'un biopic sur Mike Tyson qui va sortir bientôt. En fait, on sait à peu près qui va le produire, on sait à peu près, on sait pas trop la date de sortie, mais le tournage va bientôt démarrer. Le rôle principal, donc qui va interpréter Mike Tyson, vous le connaissez, j'imagine, c'est Jamie Foxx. Voilà, acteur qui avait été notamment oscarisé. Il avait joué le rôle de Ray Charles. Il a aussi joué dans des films de sport comme L'Enfer du Dimanche, film sur le football américain, très bon film, et dans Django aussi, plus récemment. Il a fait du rap, ouais, voilà aussi. Ça. Pas mal. Ouais. Bref, en fait, c'est assez intéressant parce que c'est un projet de film qui traîne depuis 6 ans. En fait, il y avait énormément de problèmes pour le financer, et puis des fois, on n'était pas sûr de certains passages de la vie de Mike Tyson, qui a quand même une vie très tourmentée, donc il a fallu négocier aussi avec lui. Mais là, c'est bon, le tournage va commencer. Mais avant en fait, surtout ce qui est assez important de souligner, c'est la préparation physique que va devoir effectuer Jamie Foxx. En fait, Jamie Foxx, c'est l'acteur donc, qui fait à peu près 85 kilos dans la vie normale. Et là, il va devoir monter à 100 kilos, mais bon, 100 kilos de muscles, vous imaginez bien, pour incarner Mike Tyson. Donc, il fait une énorme préparation physique. Un poulet par repas, normalement, et des œufs et des œufs. C'est exactement ça. Il mange énormément de protéines. Alors, je vous dis un peu, tous les jours, il a minimum, c'est-à-dire le minimum qu'il fait, c'est 60 tractions, 60 dips, donc c'est un exercice qui sert à muscler les pectoraux et les triceps, et 100 pompes. Voilà, ça c'est le minimum par jour. Et en plus, alors après, il travaille aussi les jambes, et c'est là où c'est assez rigolo, c'est ce que je vous disais avant l'émission, c'est qu'il va devoir, pour avoir la carrure de Mike Tyson, qui était petit et trapu, il va devoir utiliser en fait des sortes de prothèses en fait, pour notamment les mollets en fait, puisque les cuisses ça va, mais comme je vous expliquais, les mollets c'est génétique, c'est-à-dire que vous pouvez les travailler énormément, vos mollets. Si génétiquement vous n'êtes pas prédisposé à avoir des gros mollets, vous n'aurez jamais de gros mollets en fait. C'est un des seuls muscles donc il aura des prothèses aux mollets. Voilà, ça l'a fait plutôt rigoler, et donc on est très impatient de voir ce biopic, surtout pour les amateurs de boxe, parce qu'il y avait déjà eu celui sur Ali qui était pas mal avec Will Smith, et je pense que celui-là il va être à mon avis très réussi, connaissant Jamie Foxx qui est un super acteur. Est-ce que c'est l'annonce de son retour qui a accéléré les choses ou pas? Peut-être, ouais. Est-ce que Mike Tyson, qui à mon avis aussi va toucher des royalties par rapport à ce film-là, veut pas faire... Finalement, il annule son retour parce qu'il ou peut-être faire le retour et en même temps le film pour faire la promo, quoi. C'est quand même un risque de la part de Mike Tyson d'accepter de faire un biopic sur lui, parce qu'on sait que pertinemment ça va faire parler, comme The Last Dance sur Netflix avec la dernière de Michael Jordan, etc. Ouais. Enfin, on sait que ça fait toujours parler. Après, à la différence à la différence d'un documentaire qui est un travail journalistique, là c'est un travail artistique, cinématographique, donc on va dire qu'on va pas forcément avoir la vérité, ça pourra être romancé, voilà. Donc ça va surtout essayer de mettre en avant le personnage qu'il a été, avec toutes ses facéties. Ouais. Lucas Serdic, ça vous intéresse ce genre de film ou pas du tout? De base, je trouve que les biopics c'est souvent un thème un peu facile, et en plus les films de sport, là on a un combo, on va dire, de films qui peuvent sur le papier ne pas trop m'attirer, mais en même temps la vie de Mike Tyson est quand même tellement fascinante, et effectivement comme le disait tout à l'heure Maxime, il y a des zones d'ombre pour lesquelles je dirais que même peut-être lui est dans l'ombre, hein. Ça se trouve il se souvient pas de ces passages, donc je pense que ça peut être très intéressant à voir. C'est vrai que c'est un personnage de roman, hein, cet homme là, donc c'est pas toujours très réussi. Moi il y en a un qui a une histoire incroyable, c'est un footballeur, c'est Carlos Tevez, qui a une histoire incroyable. Et il y a une série, je sais plus si c'est une série ou un film sur lui, et moi pour avoir commencé, j'ai pas du tout accroché. Voilà. Je crois que là l'ambition est quand même un peu plus. Exactement, je pense que ça risque d'être dessus. Il y a un peu aussi, plus de pression pour les réalisateurs et les producteurs de ce il y a le budget aussi. de moyens, et puis sur le papier, Mike Tyson, même si Carlos Tevez est un footballeur très, très connu, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pareil, Tyson, c'est une légende. On a une idée de la date de sortie de ce film? Non, justement, on sait pas trop, mais ce serait 2021. Un an et demi, 2021, on va dire mars-avril 2021. Voilà. On va parler football maintenant avec Mehdi et Lucas. Alors c'est un coup d'info et un coup de gueule. Je vais partir sur le coup d'info avec Mehdi Guillonneau, parce que bon, pour ceux qui nous écoutent dans Sportez-vous bien, vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux du Toulouse Football Club, la signature du nouvel entraîneur du TFC, Garande. Alors on va avoir Gardan au Phoenix et Garande
au TFC. Et en plus, physiquement, on pourra les confondre parce qu'ils se ressemblent un C'est petit vrai, peu, c'est les vrai, cheveux grisonnants, c'est etc. vrai. Bon, il est un petit peu moins costaud, Patrice Garand, mais donc Ça il est commence. le nouvel entraîneur du TFC. Il a signé un contrat de 2 ans. Il arrive avec son adjoint. C'est pas un tout jeune. C'est quelqu'un qui a 59 ans, qui jouait dans les années 80. Il a été notamment meilleur buteur de D1 avec la JOCR. Lucas Sardic s'en souvient. Oh oui. En tant qu'entraîneur, il a entraîné au niveau. Bienvenue Lucas Serdic. Au niveau CFA à Cherbourg, il a commencé en tant qu'adjoint à Caen en 2005. Donc vous voyez, déjà en 2005, il n'était toujours pas coach numéro 1. Il a démarré qu'en 2012 en tant que coach numéro 1, voilà, où il a pris la suite de Franck Dumas, duquel il était adjoint. Et voilà, il a réussi à monter en Ligue 1 en 2 ans. On se souvient surtout de la 7e place un peu extraordinaire de Caen. C'était en 2015-2016. Voilà, donc il les a maintenus lui pendant 4 ans et c'est l'année où il est parti, où il s'est descendu. En fait, il incarnait beaucoup le club, même si sur la fin, les 2 dernières années, il fait 17e et 16e et voilà, les relations étaient assez tendues et le contexte canet était assez compliqué. Les supporters aussi avaient de plus en plus de mal. Alors, faut voir ce que ça donne dans le projet du TFC qui sera quand même pas mal axé, on le sait, autour des jeunes. Il a quand même eu des bons jeunes et ça s'est pas toujours très 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 bien passé. Il y a par exemple Rafael Guerreiro, mais qui est parti très vite. Voilà, N'Golo Kanté. Par contre, oui, voilà, il y a Kanté et les marques. Mais alors, Thomas N'Golo Lemar. Kanté, encore une fois, moi à l'époque, pour suivre un petit peu, moi je me souviens de Caen en Ligue 2, parce qu'il y avait une chaîne qui était sortie, je sais plus ce que c'était à cette époque-là, je regardais tous les matchs de Ligue 2. N'Golo Kanté, pour ne pas le faire jouer, il fallait être aveugle. Voilà, il fallait être aveugle parce qu'il était vraiment énormissime. Bon, c'est le seul qui a joué. Parce que par exemple, il y a eu Thomas Lemar à la même époque, et les relations étaient très compliquées avec Patrice Garand. Et même quand il part à Monaco, il n'est pas titulaire indiscutable à Caen, alors qu'il a un talent déjà indéniable de toute façon. Et après, chez les jeunes, voilà, qui n'ont pas forcément éclos avec lui, mais toujours pareil, ça reste dans l'entre-deux avec lui. C'est-à-dire qu'ils commencent à jouer, mais ils deviennent rarement titulaires indiscutables. C'est Jean-Victor Makengo qu'on a connu à Toulouse, Oui. qui était à Caen à l'époque et qui est ensuite parti à Nice. Donc voilà, c'est un profil. Le TFC cherchait un entraîneur qui est déjà monté de Ligue 1 à Ligue 2. C'est le cas. Après, on verra. Il n'a pas tant d'expérience que ça pour son âge. Et puis avec les jeunes, c'est encore le point d'interrogation, quoi. C'est exactement la question que je vais vous poser. Vous pensez quoi, messieurs, autour de la table par rapport à ça? C'est-à-dire qu'on a un entraîneur qui connaît bien la Ligue 2, qui a déjà fait monter un club de Ligue 2 vers la Ligue 1 et qui en plus l'a maintenu en Ligue 1. Mais à l'inverse, comme vient de nous dire Mehdi, on a un entraîneur qui a du mal avec les jeunes. L'année où encore tout à l'heure un jeune vient de signer son premier contrat professionnel au TFC, beaucoup de jeunes, il y a la génération Gambardella, finaliste il y a 2 ans. On se met sur de quel côté Lucas Serdic par rapport à ça? Oui, moi Après bien sûr il faudra lui laisser du temps, etc. Mais... Oui, je suis assez sceptique, mais en même temps, est-ce que le TFC pouvait attirer quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. La priorité, c'était Jocelyn Gourvenec qui a refusé. Ouais, ça m'étonne pas non plus. Non, mais voilà, il y avait peut-être d'autres profils d'entraîneurs expérimentés et à l'aise en Ligue 2 qui auraient pu être intéressants. Patrice Garand, on a peut-être l'impression que effectivement comme ça, on se dit le mec a l'expérience, oui, mais en fait non. Mehdi l'a bien rappelé. Et d'autant que moi, je reste un petit peu, sur la réserve quant à ses performances avec Caen, puisque comme Mehdi l'a dit, il a pris la succession de Franck Dumas, il était adjoint avant, et j'ai parfois le sentiment qu'il a bénéficié de son travail essentiellement. Franck Dumas, s'il n'avait pas eu des problèmes de comportement extrasportif, je pense qu'il serait resté à la tête de Caen encore quelques années, et il travaillait bien. La preuve, c'est que derrière, Patrice Garand effectivement a eu des bons résultats, mais voilà, faut pas oublier ce qui s'est passé avant. Là, il va partir de rien, d'un environnement qu'il connaît pas du tout. Alors, d'un projet zéro, quoi. C'est la première fois pour lui à 59 ans. Quoi. C'est ça, certes, il vient avec un adjoint, mais... Après, on voit à la tête du type que quand même il a du caractère, il doit pouvoir savoir mobiliser un groupe et peut-être imposer le respect. Puis maintenir Caen sans faire offense Est-ce que ça suffira? Je sais pas. Sans faire offense à Caen, maintenir Caen 4 ans en Ligue 1 avec le budget de Caen, avec les moyens de Caen, c'est quand même quelque chose de tactiquement, enfin même en termes de. Oui, mais il faut voir aussi dans quel état il l'a laissé. Moi, je trouve que le parcours d'un entraîneur, ça se résume pas à ce qu'il a réussi à faire au début, c'est aussi dans quel état il le laisse quand il part et quand. Après, il y a des problèmes de gouvernance aussi à Caen. C'était la période où il y a eu des changements de président, de propriétaire, ça a été assez compliqué. Et lui était lié aux anciens propriétaires. Donc voilà. Mais vous pensez quoi, vous, de Garand? Alors moi, je vais pas vous mentir, je suis pas très fan parce que j'ai l'impression de revoir Pascal Duprat un petit peu. Et Pascal Duprat qui est d'ailleurs entraîneur de Caen en ce moment. C'est vrai. Alors je me dis que sur une année ça peut le faire.
si on monte directement, etc., je suis pas sûr que Patrice Garande reste le coach du TFC dans un projet en Ligue 1. Voilà, je pense qu'il est vraiment pris pour ce challenge-là, pour la Ligue 2. C'est ce que j'espère. Non, moi, je suis pas du tout fan parce que... Alors, je pense que c'est quand même un petit peu mieux que Pascal Duprat, parce qu'au niveau du projet de jeu, il y a des choses claires. C'est-à-dire qu'on se projette vite vers l'avant, et voilà, ce qu'il n'y avait pas du tout avec Pascal Duprat. Voilà, il y a des choses qui sont travaillées, et voilà, donc il y a quand même un projet de jeu clair. Mais bon, à part ça, en conférence de presse, je pense que les journalistes vont en prendre un peu pour leur grade. Jean Sureda, attendez-vous à prendre 2-3 répliques, je pense, de Monsieur Garande. Peut-être pas au début, il va vous amadouer au début. Et puis voilà, mais ouais, je vois un petit peu sur mes confrères pour envoyer ce profil-là de meneur d'homme, entre guillemets, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais de gueulard, voilà. Et bon, voilà, moi je suis pas très fan. Et si on parle de Garande au TFC, et pour les faire remonter en Ligue 1, c'est parce qu'il y a une décision vendredi de la part de la Ligue de football professionnel, c'est de confirmer, entre guillemets, la descente d'Amiens, 19e de Ligue 1, et de Toulouse, 20e et bon dernier de Ligue 1. C'est le coup de gueule de Lucas Serdic qui va nous expliquer un peu son coup de gueule sur la décision donc, de la Ligue de football professionnel. Oui, non, mais elle est assez logique puisqu'ils sont dans la lignée de ce qu'ils avaient décidé avant. Le problème, c'est la décision de base et on en a déjà discuté beaucoup entre nous. Vous savez ce que je pense de tout ça. Vous pouvez le rappeler, c'est que vous voulez une Ligue 1 à 22. Enfin, je veux. Je ne veux pas une Ligue 1 à 22, c'est que je pense que c'était la solution la plus juste, la plus noble, la plus équitable, même si on répète que le TFC évidemment mérite de descendre d'un point de vue sportif. Il n'avait quasiment aucune chance de se maintenir, je pense surtout à Amiens quand je dis ça, mais même de toute façon c'est dans l'esprit du foot et de cette crise. Je trouve que ça aurait été beau de faire ce geste là et que ça nous aurait évité quand même derrière des semaines, voire des mois, voire des années, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va se durer. Je vous rappelle qu'il y a une histoire il y a un jugement sur le fond qui doit être prononcé, on ne sait pas quand, et il va certainement y avoir des appels. Donc on est parti sur une bataille juridique. On voit encore que l'USNAC est dedans, donc combien de temps encore, je ne sais pas. Pour quel résultat à la fin, je ne sais pas, je m'en moque. J'aurais aimé qu'on s'évite tout ça, j'aurais aimé que la Ligue revienne sur sa décision. Je trouve qu'il n'est jamais trop tard pour faire le bon choix, même si effectivement en termes d'organisation ça leur aurait demandé un petit coup de jus, mais bon, après il n'y a plus la Coupe de la Ligue, il y aurait les places du pour moi ça rentrait dans les cases, et je vous avais fait partager un papier que j'avais écrit là-dessus. Une année normale, oui, mais bon. Une année comme ça, moi je suis pas sûr que ça rentre dans les cases. Peut-être pas, j'ai pas étudié le truc, mais quand t'enlèves 4-5 dates de Coupe de la Ligue et que tu rajoutes 1 ou 2 journées à la trêve hivernale, tu dois rajouter 4 matchs et t'as la trêve hivernale, à peu de choses près, tu dois pouvoir t'en sortir. Je dis pas que c'est l'idéal, je dis pas que c'est bien, que ça aurait été bon pour le football français d'un point de vue de résultats sportifs, mais bon, qui sait ce qui est bon ou pas bon, on a juste des avis là-dessus. Moi ce que je pense c'est juste un avis, c'est ce que mon cœur me dit, voilà. C'est pas ce que ma tête me dit, c'est ce que mon cœur me dit. Ça me va pas, j'aime pas ce qui se passe, et donc je le dis, et je continue de penser que là on est face à 19 présidents ou 18 présidents qui pensent pas comme il faut, mais vous êtes d'accord avec ça, Mehdi, ou pas? C'est-à-dire sur les présidents qui pensent pas comme il faut? Oui, et puis sur la confirmation de la décision de la Ligue. Voilà, on le rappelle pour les auditeurs, c'est que la Ligue, la LFP décide de reléguer, de donner entre guillemets le titre de champion de France à Paris, en sachant qu'ils ont été champions de France quoi qu'il arrive, et de reléguer Amiens et Toulouse. Le Conseil donc Amiens et Toulouse font appel, et le Conseil d'État dit que non, il faut revoir précisément, c'est ça, revoir les modalités, le format de la compétition. Voilà, le format de la compétition. Pour voir s'il y a moyen de faire rentrer 22 équipes. Donc le message du Conseil d'État est clair, c'est faites une Ligue 1 à 22. On ne peut pas faire plus clair que le Conseil d'État, de la décision du Conseil d'État. Mais la Ligue reste sur ses premiers choix. Ils le font un peu avec tout, que ce soit sur les cartons rouges pour les joueurs, sur les amendes pour les tribunes, etc. Ils restent toujours sur leur décision. Ils restent encore une fois sur leur décision. Et Amiens et Toulouse restent une nouvelle fois en Ligue 2. Est-ce que vous comprenez ça ou pas? Moi, à l'heure actuelle, ils vont à l'encontre du Conseil d'État quand même. Non, le Conseil d'État, c'est un conseil, comme il est dit. De toute façon, il est chargé juste ce qui a été dit, c'est que
le texte tel qu'il a été présenté à l'époque n'était pas correct. La Ligue était en train de le revoir, il y a une nouvelle convention qui là on est quoi ? On est le 22, donc c'est-à-dire dans une nouvelle dans convention allait voir le jour et la Ligue allait être dans les règles. C'est juste ça le Conseil d'État. Après, c'est juste sur ce que dit Lucas, il y a 2 mois, c'était peut-être une solution qui pouvait être envisagée. Là, aujourd'hui, je pense qu'effectivement, c'est la bonne solution parce qu'il est beaucoup trop tard dans l'organisation. Il aurait fallu qu'on démarre le championnat début août pour tout faire entrer. Il y a aussi la question des droits télé sur la répartition. Qui augmente cette année, mais il aurait fallu la répartir. Et d'accord, on les maintient. Et effectivement, on ne donne pas le parachute qui était énorme à Amiens et Toulouse parce qu'ils descendent en Ligue 2. Mais l'année d'après, il faut filer un parachute à 4 clubs parce qu'il y a 4 descentes. Donc ça aurait été. Voilà, ça aurait coûté beaucoup d'argent à la Ligue, alors que, soi-disant, il y a des problèmes économiques, etc. Je pense qu'ils n'ont pas trop voulu s'embêter. Et de toute façon, moi, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est déjà trop tard. Je pense que Amiens et Toulouse perdent beaucoup trop d'énergie là-dessus et ne se préparent pas pour la saison prochaine. Et j'espère pour eux qu'ils ne le payeront pas. Et le TFC qui a repris le chemin de l'entraînement cette semaine, aujourd'hui. Le calendrier de la Ligue 2 et de la Ligue 1 devrait être bientôt connu maintenant, enfin avec les décisions d'Amiens. Il faut qu'il l'entérine, donc semaine prochaine peut-être. Bien sûr, en sachant que pour la région, c'est quand même une belle année de Ligue 2 avec Rodez, avec Pau et avec Toulouse. Et nous, on se retrouve tout de suite avec l'agenda de la semaine. Sportez-vous bien ? L'agenda sportif. L'agenda de la semaine avec vous, Maxime Brossard, malgré la présence... Juste Jean Sureda, Coraline, ça vous fait quoi de faire partie de la région Occitanie d'après Jean Sureda? Pau et la région Occitanie. Non, mais j'ai pas dit Occitanie. Pau et de la région de Nouvelle-Aquitaine, mais bon. Mais non, mais j'ai dit... Du sud, quoi, il veut dire. De la région sud, voilà. Allez, la région sud-ouest. C'est comme si on vous dit, Metz, Sochaux, c'est pareil, quoi. Mais Metz, Sochaux, Strasbourg et Nancy, c'est le même coin, c'est le coin que je veux dire. J'ai jamais dit Occitanie. Là, c'est pas gentil. Vous avez dit la région, c'est pour ça. La région, oui, la région, le Grand Sud, comment on l'appelle, le Grand Sud-Ouest. Le quart Sud-Ouest, ouais. Exactement. C'est bon, accordé. C'est bon, merci. On reprend l'agenda de la semaine avec vous, Maxime Brossard, malgré la présence de Lucas Serdic et une belle petite actualité. On va commencer avec le rugby à 13. Ouais, c'est parti. Donc, comme d'hab, je vous donne un peu des nouvelles du rugby à 13 de la NRL, donc ce championnat australien. C'est la 7e journée. Toujours pas de mort. Toujours pas de mort. Il y a eu un joueur qui a été contaminé par le coronavirus. Ça a fait reporter un match, mais finalement il s'est joué, puisqu'apparemment les autres n'étaient pas porteurs du virus. Donc on en est à la 7e journée. Voilà. Là je vous donne rapidement, je vous donne les 2 principales affiches de cette journée. Donc ce sera le jeudi 25 à 11h50 sur beIN Sport. Ce sera donc Penrith Panthers qui sont 3e. Ils vont accueillir donc la mythique équipe des Rabbitohs de Sydney qui eux sont 8e et ils sont toujours, on va dire, dans le wagon pour être qualifiés. Et le samedi, là ce sera à 11h35 toujours sur beIN Sport. Les premiers du championnat qui marchent plutôt bien, c'est Parramatta Hills et là ils recevront les 5e, les Canberra Raiders. Voilà. Beau petit match. Oui. On rajoute 2 joueurs, enfin 4 parce qu'il y a 2 équipes. Oui, et on passe sur le rugby à 15. Ouais, donc là on passe sur le Super Rugby Aotearoa, donc qui est le championnat néo-zélandais des franchises de Super Rugby. C'est un peu complexe mais bon, c'est intéressant à suivre. Ce sera la 3e journée. Lors de la dernière journée, il y a eu les Chiefs qui ont perdu à domicile contre les Blues 24-12. J'ai regardé le match et là pour le coup j'avais l'impression vraiment de regarder du top 14. C'était de la pluie, des coups de pied, c'était pas folichon. Fantastique. Mais je me suis bien rattrapé ensuite parce qu'il y a eu Hurricanes contre l'entrée dans la compétition des champions en titre qui sont les Crusaders. Les Crusaders qui ont gagné 39-25 et qui font déjà figure de favoris. Donc lors de cette 3e journée, il y aura les Auckland Blues qui recevront les Highlanders. Ce sera à 9h05 ce samedi en direct sur Canal+ Sport. Et le dimanche, vous aurez Crusaders contre Chiefs. Et là, ce sera rediffusé le soir sur Canal+ Sport parce que le match est à 5h35 du matin. Donc bon, ça fait un peu tôt quoi. Et on va parler sport. Enfin, on va parler football. Ah ben là, on va partir en Angleterre, en Espagne, en Allemagne et en Italie. Pas du tout parti pris, Jean Sureda. Donc c'est parti, je commence avec l'Angleterre. 30e journée, donc ce sera le dernier match ce soir avec City Burnley, ce sera à 21h. Dès demain ça enchaîne avec Leicester Brighton à 19h, Tottenham West Ham à 21h15. Le mercredi, là il y a un beau bloc avec Newcastle Aston Villa, Wolverhampton Bournemouth, Norwich Everton et Manchester United Sheffield, le tout à 19h. Et enfin le jeudi, on finira en beauté avec donc Southampton Arsenal, Burnley Watford et surtout à 21h15 Chelsea Manchester City. Le choc. Et gros suspense aussi en
En Espagne. Eh ben oui, c'est là l'Espagne, c'est la course au titre fait rage. C'est le suspense en plus est relancé. Il me semble que le Barça a fait match nul et que le Real Madrid s'est imposé. Il y a le suspense pour le titre, ouais. le suspense pour la qualification à la Ligue des Champions, le suspense pour le maintien. Vive le football espagnol. Et Sergio Ramos qui s'est blessé, non? En plus. Ça va, il est pas titulaire indiscutable. Donc. Oui, c'est le jeune qui monte. C'est ça. Donc ce soir, il y aura une belle affiche Villarreal-Séville. Il y aura aussi Leganés contre Grenade à 22h. Demain, Levante-Atlético Madrid, Valladolid contre Retafe. Et là, il y aura un match aussi qui va pas falloir manquer. C'est Barcelone qui reçoit Bilbao à 22h. Gros match. Là, ça va être un gros match. Mercredi, Sociedad contre Celta Vigo, Alaves Osasuna et le Real Madrid qui reçoit Majorque. Donc, normalement, la pression est plus sur le Barça que sur le Real, j'ai envie de dire. On est d'accord. En sachant que le Barça prend Bilbao, il joue l'Atlético Madrid avant la fin de saison. Un gros calendrier. Le Real Madrid est favori pour le titre de champion d'Espagne. Et le jeudi, donc 2 matchs pour finir, Eibar contre Valence et le Betis Séville contre l'Espagnol de Barcelone. On part en Allemagne, dernière journée du championnat allemand. Ils ont réussi à. Pas loin de chez vous, là, genre, on part en Allemagne. Dans la région, par là-bas. Voilà, ouais. Dans l'Est, là-bas. dans l'Est. Voilà. Ouais, j'aurais pu mettre Pau en Espagne aussi. Ouais, non, alors, c'est proche de l'Atlantique, donc c'est plus États-Unis. Ah oui, d'accord. Ouais. Il y avait quand même des drôles notions de géographie en Franche-Comté. Voilà, Bundesliga, dernière journée. Ce sera un grand multiplex à 15h30 voilà, pour finir en beauté. Sur Beansport. Voilà, ouais. Donc, Dortmund-Hoffenheim, Leverkusen-Mayence, le FC Union Berlin qui reçoit Düsseldorf. Mönchengladbach contre l'Hertha Berlin, Wolfsburg-Bayern Munich, le Bayern Munich est déjà champion. Oui. Ouais. Et le suspense, juste Maxime, c'est Mönchengladbach et Leverkusen pour la Ligue des Champions. Pour la Ligue des Champions. Attendez, juste parce qu'on se moque de moi. Une petite parenthèse là. Allez-y. On se donne 30 secondes. Il reste 4 matchs. C'est ça. Juste, on se moque de moi pour mon anglais et tout. Vous pouvez répéter le Borussia ? Mönchengladbach. Et c'est Mönchengladbach. J'ai vérifié puisque Mehdi m'avait taquiné et du coup je suis allé voir sur internet et c'est pas Mönchengladbach, c'est Mönchengladbach. C'est Mönchengladbach. Voilà. Non, c'est Mönchengladbach. C'est vrai ? Ouais, c'est comme Bochum en fait. Je crois que CH avec une voyelle, ça se prononce comme un R. Ah, il vous la coupe, hein. C'est quand même une belle Vous êtes de l'Est, vous ? Ça m'étonnerait. Voilà. À 10 km de chez vous, vous le savez pas, monsieur Jean-Claude. En fait, je mets en confiance mes chroniqueurs, c'est pour ça. Et voilà, écoutez, il faut tout faire dans cette émission. Les agendas, être linguiste, voilà. Aussi dans le suspense en Bundesliga. Il reste 4 matchs, hein, c'est ça ? Oui, il reste 4 matchs, ouais. Francfort, Paderborn, Brême contre Cologne, Fribourg, Schalke, Nunfir, Augsbourg contre Leipzig. Voilà. Et c'est bien prononcé. Un petit mot de Serie A et après on part sur le tennis. Voilà, Serie A, 27e journée. Là, je vous donne les grosses affiches. Déjà ce soir, il y aura Lecce contre le Milan AC à 19h30 et il y aura la Juventus qui est menacée par la Lazio qui se déplace à Bologne à 21h45. Le mercredi, là, c'est tout le haut de tableau qui va jouer. Donc, il y aura l'Atalanta qui tourne bien. Fantastique, l'Atalanta Bergame. D'ailleurs, c'est pas diffusé. Ouais, c'est inadmissible. Ouais, contre la Lazio. En plus, il joue contre la Lazio. C'est Atalanta-Lazio. Lazio qui est deuxième, qui joue le titre. Qui est deuxième à 1 point donc de la Juventus, donc à 21h45. L'Inter qui reçoit Sassuolo et Rome qui joue la Sampdoria. Rome qui est 5e aussi. Le haut de tableau est très serré dans cette série A. Et on peut partir pour du tennis. Ouais, juste rapidement, on l'a dit. On en parlait un peu avant l'émission. L'Adria Tour qui va être annulé puisqu'il y a eu des soucis en lien avec le coronavirus, des joueurs qui ont été testés positifs. Boric et Dimitrov dans un premier temps et Borna Koric. Ouais. Koric, c'est ça. Et donc, en attendant, Eurosport va diffuser tous les jours à partir de 15h un tournoi intitulé donc Battle of the Brits. Ce sera un tournoi entre tennismen anglais. Voilà, si vous voulez voir du tennis, ça peut être intéressant. Ça peut vous passer la journée. Et un petit mot de NASCAR. Ouais, NASCAR. Alors là, c'est vrai que d'habitude, je fais un peu le plaisantin avec la NASCAR, mais c'est vrai que là, pour le coup, ce qui se passe en NASCAR, c'est pas très beau. C'est même très grave. En fait, déjà, la course qui a été prévue la semaine passée, que je vous avais annoncé, a été reportée à ce soir 21h. Elle devait se dérouler donc dans l'Alabama. Elle est d'ailleurs en direct ce soir sur Automoto, sur la chaîne Automoto à 21h. Donc en fait, voilà, la NASCAR il y a une bien triste affaire autour de Bubba Wallace. Bubba Wallace, c'est le seul pilote afro-américain engagé dans la compétition. Et en fait, quand il est rentré pour s'entraîner dans son garage, dans son paddock, il a découvert avec horreur une corde de pendu. En fait. Donc je vous refais pas l'histoire américaine. C'est vrai que la corde de pendu, c'est un des symboles du Ku Klux Klan. C'est ce que le Ku Klux Klan accrochait dans les arbres, notamment chez les personnes dans les habitations des personnes afro-américaines. Donc
c'est un symbole assez violent. En plus, c'est quelque chose qui fait suite à sa demande de voir les drapeaux confédérés retirés des enseignes des courses. Donc, en plus, et le pire, c'est que cette demande a été acceptée donc, par la fédération, par le NASCAR, qui a dit que c'était interdit totalement de mettre ce drapeau en avant, surtout que beaucoup de courses se déroulent dans les États du Sud, dans les États donc, historiquement confédérés. Et le pire, c'est qu'en fait, ça n'a pas eu un effet positif, ça a été même encore pire, puisque l'effet inverse s'est provoqué, puisqu'il y a eu une parade avec d'immenses drapeaux confédérés aux abords de l'arène. Donc l'ambiance est plutôt tendue avant la course qui devrait se dérouler ce soir, quoi. Voilà. Et comme ça, nous sommes complets. Merci Maxime. Et nous, on se retrouve dans moins de 10 secondes avec les questions du jour. Sportez-vous bien ? La question du jour. La question du jour, les questions du jour. On va commencer tout de suite. Il y a 2 questions et puis une sorte de liste de palmarès. Vous savez ce que je vous demande. On va commencer avec la question. Elle est plutôt simple. Qui est Denis Popov ? C'est un nageur. Ouais, c'est ça. Non. Nageur bulgare. C'est Albert Popov. Peut-être. C'est non. pas un joueur d'échecs, ça ? Non. Denis Popov. Et bien sûr, Coraline, qu'on salue à la réalisation. Est-ce que c'est un sportif ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il est russe déjà ? Il est russe. Est-ce qu'il est de notre époque ? Ah oui. Genre, est-ce qu'il est encore en vie ? Ah, bien sûr. Oui, puis il est en début de vie même. Presque en début. C'est le fils de Maria Sharapova. Non, je vous donne l'âge, il a 17 ans. 18 Ah, il est vraiment jeune. Ouais. C'est un espoir footballeur ? Ah, c'est le buteur de Rostov. C'est Rostov ou Rostov contre Sochi parce qu'il y a les 17. Parce qu'ils Ils ont on perdu va refaire 10 l'histoire. Non. C'est pas ça, c'est pas lui. Non. Ah, je pense que c'est peut-être c'est pas le C'est gardien. le buteur. Bonne réponse. Ouais, si. C'est le gardien de Rostov. Il a été élu homme du Je sais match. pas si vous avez vu, il y a Lucas Ouais. qui vous regarde. Qu'est-ce qu'il y a, Lucas ? Non, mais c'est quoi cette histoire là ? Il a été élu homme du match. Quatrième du championnat russe. Ouais. Été mis il y a eu plusieurs cas de coronavirus dans leur Vous équipe, explique. donc ils ont été mis Ouais. en confinement. Ils C'est ont énorme. envoyé les 17 ans. Ouais. Et ils ont pris 10-5 contre Ah, Sochi oui. alors qu'ils étaient Voilà. quatrième du Eh championnat. mais c'est vous qui nous l'avez mis dans la conversation. En plus, je vous l'ai mis Oui, dans la oui, conversation. et du coup, Voilà. moi j'avais lu, et après, il y a le gardien qui a été élu homme du match. Ouais. Comme vient de le dire Mehdi, les joueurs de Rostov sont en quarantaine en raison de plusieurs cas de coronavirus dans l'effectif. Le club a décidé donc d'aligner les U17 pour affronter Sochi. Tout s'est bien passé pendant 1 minute 30, c'est-à-dire que les U17 de Rostov ont ouvert le score au bout d'1 minute. Ils ont perdu finalement 10-1, mais le gardien donc de 17 ans, Denis Popov, a été élu homme du match. Pourquoi ? Parce que malgré les 10 buts encaissés, il a arrêté un penalty et 15. il a battu un record dans le championnat russe, c'est-à-dire 15 arrêts. Il a été à 17 ans, premier match, il a été élu meilleur Homme du match, joueur, homme du match de la rencontre. Bon, c'est quand même pas mal d'être meilleur joueur en prenant 10 buts quand on est gardien, c'est bien. Ouais. Ça prouve l'énorme niveau du Le championnat russe. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Je sais Lucas ? pas quoi vous dire là. Il est dépité, ouais. Face à une info aussi incroyable. Bah, elle est bien, mais c'est pour valoriser le football russe. J'ai eu Poutine au téléphone, il m'a demandé. Ah, mais ils ont. Oui. Ça avait des contacts. Arrêts, il se prend 10 buts. Moi, on m'a dit qu'il était en contact avec le FC Sochaux suite à ses prestations pour être gardien numéro 2. Ça devait être un match il a intéressant. demandé des conseils à Baptiste René, qui d'ailleurs va signer très très vite au Nîmes Olympique pour 2 ans. Deuxième question, qu'a fait Steffi Graf en 1988 ? Ça va aller très vite. Et après, on va Elle a s'amuser. Elle a gagné gagné, Roland Garros. Oui. Ensuite. Et Elle, bah, c'est sans perdre un set. Elle a Elle a tout gagné. Sans C'est-à-dire perdre un Les set. 4 grands chefs. Elle a fait le grand chelem. Elle a fait le Plus Grand le Chelem Masters. plus les Jeux Ah, Olympiques. les Jeux Olympiques. À 19 ans, en 1988, Open d'Australie, Roland Garros, Wimbledon, US Open et les Jeux Olympiques en 2019 qu'elle avait déjà gagné en 84. À 15 ans. Non, elle a fait médaille d'argent en 84. Ah ouais, c'est marqué là, regardez. Oui, non, mais c'est pas parce que 84, c'est marqué sur vos fiches que je Oui, vais mais y croire. fait jeune Martin. Et par contre, Los Angeles. elle a bien évidemment terminé l'année numéro 1 mondiale. Et vous parlez du Master, elle a été extrêmement mauvaise lors du Master, elle a perdu en demi-finale. Voilà, rien que ça. Est-ce que vous avez des souvenirs de Steffi Graf ? Oh là. Peut-être Ah bah moi très clairement. Bah oui, peut-être 19 Lucas. ans en 88, oui. Quand même, Bah Steffi Graf, Son enfance. une finale notamment mémorable contre Martina Hingis justement. c'est l'une des meilleures joueuses Roland que vous avez vu Garros. jouer ou pas ? Je sais pas, oui, Oui, c'est une des meilleures certainement. joueuses de Non, tous les mais temps, de bien toute sûr, façon. mais c'est vrai que je me souviens très très bien de cette finale qu'elle avait jouée contre Martina Hingis, qui était très jeune à l'époque et qui montait, c'était vraiment l'étoile montante et elle était en train de perdre et elle avait tenté un coup
incroyable. D'un seul coup, elle avait fait un petit service à la cuillère comme ça, qui n'avait même pas perturbé la joueuse allemande, mais qui avait valu beaucoup de sifflets de la part du public parisien, puisque c'était considéré un petit peu comme C'était Chang qui servait comme ça. Anti-sportif. Oui, il avait fait le coup, mais lui, c'était beaucoup mieux passé. Ouais. Alors que Martina Hingis s'est passé un peu pour Des provocations. un peu de la suffisance, quoi. Steffi Graf a remporté 4 fois l'Open d'Australie, 5 fois Roland Garros, elle a remporté 7 fois Wimbledon et elle a remporté 5 fois l'US Open et elle a même remporté 5 fois les Masters. Voilà, c'est la deuxième plus grande joueuse de tous les temps peut-être, voilà, ça se joue avec Serena quoi. Oui, il y a Navratilova aussi qui est solide, mais non, mais c'est sûr que c'est une très très grande, et en plus elle a conquis le cœur d'un autre joueur que j'adore, mon petit André Agassi. Et là je l'aime beaucoup. Là j'ai le sourire parce que messieurs, prenez vos stylos, c'est maintenant. Voilà. L'équipe de France de football, comme 23 autres nations, devait disputer en ce moment l'Euro 2020 pour désigner le successeur du Portugal vainqueur en 2016. Alors vous les connaissez tous, mais je veux voir si vous avez de la mémoire. Didier Deschamps aurait dû donc choisir 23 joueurs. Mais à la tête des Bleus depuis l'été 2012, et grâce et merci à France Football, le sélectionneur tricolore a fait jouer, et j'insiste sur le fait jouer, 82 joueurs. Je les veux tous. 82. Il y en a pour 8 jours. Hein. 19h35. Rendez-vous à 20h. Ça va aller très vite. Vous avez 4 heures. 82 joueurs. Ah, mais je vous jure. J'en ai trouvé 68 pour vous dire. Et le reste, on les connaît tous. Bravo, monsieur Sureda. Voilà. Allez, Maxime, c'est parti. Pogba. Et Paul Pogba, 69 sélections. Mehdi. Hugo Lloris. Lloris, 77. Lucas. Mandanda, il est où? Je l'ai vu. Mandanda, il est là, 17. Maxime. Coraline, veut jouer ou pas? On va tenter. Allez, Mbappé. Ouais. Ah, ben voilà. Mbappé, bien sûr que non. Mbappé n'est pas dans la liste. Mbappé, je l'ai vu. De toute façon, on sait qui joue en équipe de France. Hein, donc, bonne réponse. Je le cherche dans ma liste. Il est là. 34 sélections déjà. Maxime. Pavard. Pavard, oui, il en a 17, je crois. Quelque chose comme ça. Je l'ai trouvé. Oui, bonne réponse. Mehdi. Kanté. N'Golo Kanté, il est là, je le cherche, je vais le trouver. Il est là, 39 sélections. Bonne réponse. Lucas. Griezmann. Antoine Griezmann, 78 sélections. Bonne réponse. Coraline. Pavard. Enfin. Pavard, elle l'a dit. J'ai pas noté, j'ai pas autant pour moi. Ça a déjà été dit, donc élimination de... Quand même. Élimination vas-y, redonnez une chance. Élimination de Coraline, messieurs. Vous avez dit qu'on devait aller vite, on va aller... Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Maxime. Thauvin. Florian Thauvin, oui, il a 10 sélections, Florian Thauvin. Mehdi. Alors, je prends ma liste. Lemar. Thomas Lemar, je l'ai vu. De toute façon, on sait très bien qu'il a joué en équipe de France, donc bonne réponse, le temps que je le cherche. Je vais le noter d'ailleurs, le temps que je cherche. Thomas Lemar, il est là, 22 sélections. Lucas. Giroud. Olivier Giroud, c'est celui qui a le plus de sélections, 88 sélections sous Didier Deschamps. Champion du monde, faut-il le rappeler. Benzema. Maxime. Karim Benzema, bien évidemment, il fallait le citer. 32 sélections, Karim Benzema. Mehdi. Kurtzuma. Ah, ça commence à aller chercher 5 sélections. 5 et regardez, ça va quand même. Oui, mais c'est le premier de ma petite liste. Non, mais ne nous montrez pas la liste. Ah, pardon. Vous êtes fous, les gens sur Eda. Lucas Serdic. C'est à moi. Varane. Raphaël Varane, 64 sélections déjà. C'est un truc de dingue. Maxime. Koscielny. Laurent Koscielny, 47 sélections avec Didier Deschamps, vice-champion d'Europe en 2016. Mehdi. Lucas Digne. Lucas Digne, il est là, 30 sélections. Vice-champion d'Europe également en 2016 pour Lucas Digne. Lucas. Umtiti. Samuel Umtiti, buteur en demi-finale de la Coupe du Monde, champion du monde, je l'ai vu, je le note quelque part, mais c'est une bonne réponse bien évidemment. Il est là, 31 sélections. Maxime. Rami. Adil Rami, champion du monde, vice-champion d'Europe en 2016. Adil Rami, 12 sélections avec Didier Deschamps. Mehdi. Benjamin Mendy. Ah oui. Benjamin Mendy, champion du monde également. 10 sélections pour Benjamin Mendy, le joueur de Manchester City. Lucas. Lucas Hernandez, 17 sélections déjà pour le joueur de l'Atlético Madrid. Maxime. Kipembe. Presnel Kipembe, 9 sélections pour lui aussi, qui est lui aussi le champion du monde 2018. Mehdi. L'autre Mendy, Ferland Mendy, très bonne réponse. Il est là, il doit être dans les 2 ou 3. Voilà, il est là, 3 sélections. Lucas. Blaisou Matuidi. Ah oui. Blaise Matuidi, bien évidemment. Il est là, 80 sélections. C'est le deuxième de l'ère Deschamps, derrière Olivier Giroud et devant Antoine Griezmann. Maxime. Ben Yedder.
Wissam Ben Yedder, 8 sélections pour le joueur de l'AS Monaco, ancien joueur du TFC. On en parlait même avant l'émission des joueurs du TFC qui ont joué en équipe de France. Mehdi. Sidibé. Sidibé, je l'ai vu forcément parce qu'il est champion du monde avec l'équipe de France. Il faut juste que je le recherche. Mais il est là, 18 sélections pour Djibril Sidibé. Lucas. Moussa Sissoko. 59 sélections pour Moussa Sissoko. Mon petit chouchou. Le chouchou même de Didier Deschamps en plus, qui est souvent performant, même très performant en équipe de France. Maxime. Gignac. André-Pierre Gignac, le maudit de La finale. la Stade de finale France. de l'Euro 2016, le poteau à la 93e minute, quelque chose comme ça. 20 sélections pour André-Pierre Gignac. Mehdi. Qui c'est Léo Dubois. Léo Dubois, oui, bien sûr, il a des sélections. Il en a 5, le jour de l'Olympique lyonnais. Je commence à sécher. Hein. Ouais, ça commence là. Enfin non, il y a encore... Quand même, de hein. toute façon, vous les connaissez tous. Il faut juste avoir de Ah la oui. mémoire. Allez, vous les allez, connaissez sans tous, souvenir. forcément. Lucas. Patrice Evra. Patrice Ah Evra, oui, 39 sélections pour Patrice Evra, vice-champion d'Europe. Il Il y en a un que vous n'avez pas cité, je suis déçu, messieurs. T'inquiète, ça va venir, allez. Allez, Maxime, ça va bien. Ouais. C'est à lui? Ah oui. Oui, il c'est à vous, moi. il vous- il vous manque quand même pas mal de champions du monde, si ça peut vous aider. De champions du monde 2018, forcément, hein, il vous en reste quand même pas mal. Là, ouais. Comme ça en plus. Là, comme ça, j'en vois 1, 2, 3, en sachant qu'il y a d'énormes stars. 4 ici. 5. Nzonzi, ouais. Voilà, Nzonzi, très bonne réponse. 14 sélections pour Steven Nzonzi. Mehdi Guillaumeau. Dimitri Payet. Dimitri Payet, 35 sélections. Il vous manque un joueur à 40 sélections, si vous voulez. Bakary Sagna. Bakary Sagna, il a 33. Il vous manque 40 et 32 sélections pour le haut du tableau. Voilà, si vous voulez. T'inquiète pas, on va les trouver. Maxime. Ah, t'as dit Sagna? J'ai dit Sagna. Ah. Allez, je vous laisse 10 secondes. Cabaye. Oui, Johan Cabaye, il a de la mémoire. Je l'ai vu, Johan Cabaye. Et bah 32 sélections, justement, Johan voilà. Cabaye. Il vous reste 40 sélections pour le haut du tableau. Mehdi. Tolisso. Corentin Tolisso, Ah 21 ouais. sélections, champion du monde en 2018 également, joueur du Bayern de Munich. Ousmane Dembélé. Et ben Ousmane putain, Dembélé, ouais, 21 sélections aussi, il est juste en dessous. Le joueur du Barça, champion du monde également. Maxime. Là, je sais plus. Là, Je veux vraiment. pas vous faire peur, Maxime, mais je pense qu'ils sont blindés à côté de vous. Ah oui, mais en plus, comme je vous le dis, moi, le Maxime, vous allez y arriver. foot, Allez. après, là, c'est déjà pas mal. Hein. C'est pas mal, oui. C'est vrai. Vraiment, non. Là, Après, il y a vraiment des stars. Enfin, des stars. Par contre, il y a des noms qu'on connaît tous parce que ce sont des stars, mais de là à avoir sous l'air des champs. Je vais essayer Clichy. Gaël Clichy, mais oui, c'est Oui, une bonne ouais. réponse. Il est à 5 sélections, Gaël Clichy. Ouais. Ah, Mehdi. lui, je l'aurais pas sorti, tu vois. Je sais plus. Oui, ça a été dit déjà tout à l'heure. Lacazette. Ah ouais. bien Alexandre joué. Lacazette, 16 sélections. Lucas. Kingsley Coman. Ah oui. Coman, 22 sélections. Maxime. Là. Allez, 10 secondes. Oh, bah là, je suis cuit. 10 secondes. Je suis 10 cuit. secondes. 10 secondes. Faut qu'on passe, vous vous doutez bien. On Ouais, a un ouais, débat ouais. juste derrière. Mais c'est déjà pas mal, je trouve. Non, C'est là. C'est déjà pas mal. On sèche. Ouais, là. On sèche. je vois plus. Félicitations quand même. Beau Ça parcours. va, écoutez. Élimination de Maxime. Mehdi. En sachant Morgan. que c'est dans l'ordre là. Mehdi. Morgan Schneiderlin. Ah oui. Schneiderlin, vice-champion d'Europe en 2016. 15 sélections. Lucas. Allez, on y va. Anthony Martial. Martial, 18 sélections. Valbuena. Valbuena, 40 sélections. Attends, j'ai même plus le temps de noter là, faut pas déconner. Rabiot. Adrien Rabiot, je crois qu'il a 6 sélections, c'est ça. 6 sélections pour Adrien C'est Rabiot. vrai, on l'avait oublié celui-là. Mais il y en a 2 ou 3 que ultra costauds. Dans les récents Ndombele, on l'a pas cité. il me semble. Tanguy Ndombele, 6 sélections également, juste en dessous d'Adrien Rabiot d'ailleurs. Lucas. Mamadou Sakho. Mamadou Sakho, buteur avec l'équipe de France lors du barrage à la Coupe du Monde en 2014. C'était en 2013 le match. Il vous manque un joueur à 24 sélections pour le haut du tableau au cas où. Lucas, Mehdi. Kurzawa. Kevin Kurzawa, 13 sélections, bonne réponse. Lucas. Christophe Jallet. Christophe Jallet, 16. Vous êtes en train de me faire tout le côté gauche, ceux qui ont le plus de sélections. Venez à côté de moi si vous voulez. Ah regarder. non, ça va, j'écoute. Debuchy. Debuchy, toujours le côté gauche, 18 sélections. Il vous en manque 3 joueurs du côté gauche. Et après, c'est 3 joueurs au-dessus de 10 sélections. Et après, ça va se compliquer parce que c'est tout en dessous de 10 sélections. Il vous manque 24, 17 et 12, dont un champion du monde, 2018, que vous n'avez pas cité. Il en manque un. Un joueur qui a fait la Coupe du Monde 2014 et puis une légende du football français et mondial. Voilà, je peux pas faire plus simple. Lucas. Je suis en train de chercher le champion du monde qui nous manque. Oui, et il a joué, non, je vais pas vous aider, mais il a joué des matchs, même des très gros matchs. Mais enfin, pourquoi je l'ai pas celui-là? Allez, donnez-moi un nom.
Dans ce cas, je vais plutôt vous dire. Ah merde, je l'avais je l'avais juste avant et là je l'ai plus. Samir Nasri. Samir Nasri, bien évidemment, il est à 6 sélections. Allez, on va faire encore deux allers-retours. Il y aurait un ex-aequo, comme ça on pourra partir sur le débat derrière. Jérémy Mathieu. Et Jérémy Mathieu, bien évidemment, il est là. Je l'ai vu. Oui. Et Jérémy Mathieu, bonne réponse. 4 sélections, je crois, je cherche. Il est là. Lucas. Il a que 4. Ouais. Sous Deschamps. L'anglais. Clément Langlais, il est à bien 7 joué. On est sélections. vraiment pas bon. Après, allez, dernier. Ah ouais, bah là, ça va être. Qui c'est que j'ai pas en tête, moi qui était. Allez, 10 secondes. Là, je regarde le chrono. On va voir comme ça, sinon on laisse Lucas gagner. Enfin, on laisse. 10 secondes. Là, il vous en reste 5. Disons au pif. 4, 3. Disons Deux. au pif là. Bah, je sais pas, moi, Amalfitano. Amalfitano, non, éliminé. Donc, est-ce que vous avez un nom ou pas, Lucas Moi en dernier, ouais. Gomis. Bafé Gomis Ah, ben voilà. est qualifié est vainqueur de victoire donc de Lucas Serdic. Bafé Gomis. Alors, il vous manquait. Sur les années, les Malouda. Alors, il vous manquait Nabil Fekir, Fekir. Franck Ribéry. Il a jamais joué en équipe de France, lui. Ribéry aussi. Franck Ribéry, Loïc ah oui, Rémy, Ribéry. Jérémy Ménez, Mangala, Guy Lavogui, Mavouba, En 2 mots, Guy Lavogui. Capou, Abidal, Ah, Lassana Capou, Diarra, vous voyez, je l'ai pas Gonalon, Putain, Gonalon, ouais. quand même. Kondogbia, Gonalon, j'avais, mais- Trémolinas, Gamero, Grenier, Cabella, Ah, ouais, Yangam J'ai Biwa, dit. Ikoné, Areola, Réveillère, Gourcuff, Ruffier, Oh là Entep, là, ouais. Benarfa, Costil ou pas Benarfa, Pléa, Bakayoko, Pléa Costil, Je Oui, il a l'avais- une Costil, Cléa, c'est un peu- Korchia, Chantôme, Abou Dhabi, Ah, Chantôme. Korchia aussi, Jimmy Briand Si, si. et la légende Marvin Martin. Ah oui, c'est vrai, Vous voyez ça, le les- Zidane de Franche-Comté. Marvin Martin, Capou et tout, moi j'étais persuadé qu'ils avaient joué que sous Laurent Blanc. Bah moi je les Ah ai ouais, pas ouais. trouvés. Enfin Marvin Martin je l'ai mis parce que vous savez non, pourquoi. mais Capou, oui, Capou mais et tout, sous je Laurent sais. Blanc. Moi, Moi, je l'ai- pensais que c'était Laurent Blanc aussi. Merci messieurs, on va pouvoir 2014. passer au débat de la semaine. Sportez-vous bien. Le débat. Pour l'avant-dernière émission de Sportez-vous bien de la saison, j'ai demandé aux chroniqueurs de nous présenter leurs mauvais souvenirs de la saison, hors coronavirus bien évidemment, parce que sinon forcément c'est ça. Bien entendu, la semaine prochaine, nous aurons les meilleurs souvenirs. On va commencer avec vous, Lucas Serdic. On va faire ça rapidement, quoique on a un peu le temps quand même. On va parler de la saison décevante de Cavani au Paris Saint-Germain C'est pas la saison. par rapport Décevant, au statut de La Cavani. C'est pas la saison décevante de Cavani, c'est la décevante dernière saison de Cavani au PSG. Si vous voulez, ça me fend le cœur qu'un joueur comme ça parte là-dessus parce que voilà, on le sait maintenant. Il l'a annoncé. Enfin, je sais pas si c'est officiel ou officieux, mais les infos ne mentent pas là-dessus. En général, il est parti pour ne pas signer de contrat de 2 mois pour jouer cet été sous le maillot du PSG. Les 2 finales de coupe et la Ligue des Champions surtout, et ça c'est vraiment quelque chose de triste pour moi, puisque au-delà de la perte sportive pour le PSG, ça veut dire que Cavani part du Parc des Princes un peu comme un voleur, incognito, j'ai envie de ouais. dire, en tout cas par la toute petite porte, par rapport à ce qu'il aurait mérité, par rapport à tout ce qu'il a apporté au club, par rapport à l'amour que les supporters ont pour lui. C'est vraiment le chouchou du parc, et il s'en va parce que on peut le comprendre, hein, il a senti que c'était un petit peu la fin pour lui, qu'on le poussait un petit peu dehors. La signature d'Icardi, bien qu'elle soit complètement logique, hein, de la part des dirigeants parisiens, ils auraient eu tort de se priver d'une telle recrue à ce prix-là. Puis il a alors je sais plus, 33 ans, c'est ça 33 ans. 33 ans, je crois que- voilà, donc il faut préparer la suite, et Icardi coche toutes les cases, hein. Donc je comprends tout à fait les dirigeants parisiens. J'aurais juste aimé le voir finir cette saison, et ça se trouve Gagner un trophée. gagner la Ligue des Champions. On en est loin encore, mais pourquoi pas. Parce que c'est et- surtout ça l'info, Lucas, c'est qu'il prolonge pas les 2 mois pour aller au bout de la Ligue des Champions, qui part en Ouais. fin de contrat, on s'y attendait vraiment. Oui, bien Et sûr. qui prolonge pas les 2 mois pour jouer la Ligue Mais des c'est Champions. c'est ça qui rend ça qui rend, ce départ horrible, quoi, pour moi, parce que qu'il est en plus il était bien revenu. Je veux dire, là en 2020, il par sa volonté, par son état d'esprit toujours irréprochable, ce grand pro avait fait en sorte d'être redevenu important au moins il était titulaire, il était même repassé devant Icardi, et puis il donnait satisfaction, et c'est le genre de joueur dont on peut pas se passer. En plus de ça, j'avais senti quand même, et j'en avais déjà parlé encore une fois quand il y a eu l'anniversaire de
que Cavani justement. Bref, j'avais senti qu'il y avait un esprit d'équipe et qu'il se sentait peut-être enfin bien avec ces stars qui avaient un petit peu quand même attiré la lumière. Vous avez vu Maxime, au PSG ça se rapproche dans des anniversaires avec Neymar et compagnie. Ah ouais, bah, Cavani c'est le seul que j'aime bien. C'est très rugby le PSG, vous savez. C'est vrai, on le voit là. Ça fait la fête, hein. Je le vois des Neymar, fois. à mon avis, c'est celui qui est le plus proche de l'esprit rugby d'avant professionnel. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Bon, Bah après... non, mais ça peut être bien, hein, ça peut être bien. Ah oui, bah, jouer Redmore avec le foie dans les chaussettes, ça c'est rugby, ouais. Si t'es bon, y a pas de problème. Ah non, c'est ça qu'il faut. Je me rappelle toujours de cette anecdote sur Souleymane Diawara qui, en signant à Bordeaux après être parti de Sochaux, il avait dit à son agent, ou son agent lui avait dit, là c'est Bordeaux, on arrête de déconner, on arrête de sortir tous les soirs, faut que tu sois bon. Et au bout de 6 mois, Gasset, qui était adjoint de Blanc à l'époque, lui a dit, Souleymane t'es pas bon, je veux que jeudi soir tu ressortes, que tu refasses n'importe quoi, je veux voir que t'es en boîte ou je sais pas quoi. Et il a recommencé à sortir. Il est devenu bon. Il est redevenu hyper bon. Voilà, comme quoi. Ouais. Et c'est assez drôle. Mais ça dépend des joueurs. Ouais, ça dépend des joueurs. Il y en a qui ont besoin de faire ça. Bref. Meilleur joueur de Ligue 1 en 2017, meilleur buteur de Ligue 1 en 2017 et 2018, tout simplement meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. En 20 secondes, Lucas, vous comprenez quand même le choix de Leonardo de ne pas vouloir prolonger une star comme Cavani? Oui, non, bien sûr. Je comprends qu'ils n'aient pas voulu le prolonger. Je peux le comprendre, en tout cas. C'est juste trop dommage parce que voilà, il y a cette épidémie qui fait qu'il va même pas faire les 2 derniers mois, alors qu'il aurait mérité. Je crois c'est pas Rogel qui s'en va et qu'il refuse de finir l'histoire. Il a envie de passer à autre chose. Encore une fois, je peux le comprendre. Je comprends tout le monde là dans cette histoire. Je suis juste triste de voir que ça se passe comme ça. Un peu triste. Je me tourne vers vous, Maxime Brossard, parce que vous, votre déception, c'est un peu le début de carrière de Tony Yoka. Oui. Pourtant, il est champion olympique en 2016, il est champion du monde en 2015, il est champion de France en 2012 et 2014. Mais c'est vrai en amateur, c'est vrai que sa carrière professionnelle a du mal un petit peu à démarrer. Ouais, c'est ça. C'est un peu le reproche que beaucoup d'observateurs et même ses proches lui font. Tony Yoka ne combat pas assez en fait. Il faut dire que depuis son passage en professionnel, donc en 2017, il n'a fait que 7 combats en 3 ans. En comparaison, quand on prend la référence comme Anthony Joshua, lui en 3 ans, il avait déjà fait 15 combats. Le souci, c'est qu'en plus, Tony Yoka, il a joué aussi un peu de malchance. Enfin, malchance, c'est un bien grand mot, puisqu'il a été suspendu 1 an à cause des no-shows. Donc il a manqué de professionnalisme sur le début de sa carrière, ce qui fait que 1 an sans combattre, ça vous prive notamment de pouvoir, agrémenter votre carte, comme on dit, parce qu'il a fait 7 combats, 7 victoires. C'était forcément pas contre des noms très ronflants. Le seul boxeur à peu près connu qu'il a combattu, c'est Cyril Léoné, qui était champion de France, qui est connu sous le nom du Gitan, qui est un excellent cogneur, très bon poids lourd, mais malheureusement, voilà, c'est le seul référence qu'il a un peu. Et dernièrement aussi, c'est un mélange en fait entre malchance et manque de professionnalisme, je veux dire, au début de sa carrière. Et là, plus récemment, on va dire que c'est vraiment la malchance, puisque il devait réaliser son rêve, il devait combattre aux États-Unis pour la première fois, et en plus il devait combattre au Madison Square Garden. C'était prévu le 14 mars dernier, donc c'était un peu avant le confinement, et au dernier moment son adversaire a annulé. Donc là c'est pareil, c'est à nouveau un coup de frein. Bon voilà, c'était pas un adversaire ronflant, parce que comme disent beaucoup de ses détracteurs, ouais, il se bat contre, comme je chambre un peu des fois, des bouchers ou des chauffeurs de bus, mais après en fait c'est qu'au début de la carrière vous êtes obligé en fait de gonfler les stats, de gonfler votre palmarès. Vous pouvez pas prendre Joshua ou Wilder comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, c'est dommage, je trouve que ça ralentit sa carrière. Il a quand même 28 ans. Donc là, il va falloir qu'il commence à accélérer un petit peu la cadence, même si un poids lourd arrive en forme généralement vers ses 35-36 ans. C'est un peu plus tardif que dans les autres sports, surtout dans cette catégorie-là, où c'est plus la puissance que la vitesse qui parle. Et par rapport à ça, en fait, je voulais vous dire qu'il y avait quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il avait donc annoncé récemment 3 combats en 2020. Donc d'ici la fin de l'année, il va combattre 3 fois normalement. En plus, il s'est mis avec Top Rank et avec un célèbre agent qui s'appelle Bob Arum, en fait, qui est un des plus grands agents de boxe au monde. Et lui, en fait, c'est le genre de personne qui est vraiment un facilitateur. Il va vraiment pouvoir faciliter des combats et des combats de renom, même aux États-Unis. Il va pouvoir se montrer un petit peu plus. Surtout qu'en fait, c'est assez décevant là aussi, parce qu'il y avait plein d'adversaires qui sont bouillants pour affronter Tony Yoka, à commencer par la France. Pas besoin d'aller à l'étranger. Je pense à Duhaupas, qui est un boxeur très reconnu de 38 ans, qui a notamment boxé Wilder chez les lourds. Et là, il y a un autre boxeur, un autre poids lourd qui s'appelle Raphaël Tronchet, qui veut le défier lui aussi. Il peut pas le voir. Qui peut pas le voir. Donc ça ferait
serait vraiment un combat qui ferait vendre. Et donc, il n'y a plus qu'à espérer que Yoka signe les contrats et qu'il fonce. Voilà, tout simplement. En 20 secondes, comme j'ai donné le même temps à Lucas, est-ce que vous pensez que Tony Yoka, alors la question elle est peut-être un peu rude, mais est-ce que vous pensez qu'il est un peu surcoté par rapport à Non, pas du tout. On le sait pas. On le sait pas parce qu'il n'a pas eu l'occasion de se frotter à des vrais boxeurs. Et c'est un boxeur qui peut être très intéressant, notamment pour la télé, parce qu'il est félin, c'est un fin tacticien, c'est un très bon boxeur. Pour moi, il doit gagner encore en puissance et surtout, il ne doit plus refuser les combats maintenant. Il doit monter entre les cordes. Et je me tourne vers Mehdi Guillonneau pour conclure l'émission. Alors désolé Mehdi, vous avez à peine 2 minutes, mais je pense que ça devrait aller. On va partir en Espagne, on va partir au Barça et on va parler malheureusement de la saison moyenne mitigée d'Antoine Griezmann. Et ouais, on va parler d'Antoine Griezmann qui avait débarqué l'été dernier au FC Barcelone en provenance de l'Atlético Madrid pour 120 millions d'euros. Alors en début d'année, on salivait tous du trio Suarez, Messi, Griezmann. On en attendait des merveilles et pourtant ça se passe pas très bien. L'entente avec Suarez, Messi et même le reste du vestiaire, ça ne marche absolument pas. Alors on pouvait se dire aussi que c'était la faute à Ernesto Valverde en début d'année, qui est un entraîneur peut-être un peu trop défensif pour le FC Barcelone. Il a été remplacé en janvier par l'ultra offensif Quique Sétienne et ça marche toujours pas avec Antoine Griezmann. Il y a eu la blessure de Suarez, on s'est dit enfin Griezmann va jouer en pointe, il va mettre des buts, etc. Non, toujours pas. Griezmann, ça marche toujours pas. Il est même passé, alors je ne sais pas si on peut dire derrière, mais au moins au même niveau que Martin Braithwaite, l'ancien Toulousain. C'est vous dire un petit peu où il en est et même l'image qu'il donne sur le terrain, on le voit, il court partout, il essaye de défendre, il s'investit, mais ça ne matche pas avec Messi. Ils ont du mal à se trouver. On dit une relation difficile parce qu'il y a aussi des choses, c'est que le vestiaire du FC Barcelone ne lui a peut-être toujours pas pardonné ce qu'on a appelé à l'époque la décision, juste avant le mondial 2018, où il avait monté un programme pour dire qu'il restait à l'Atlético Madrid alors qu'il devait sûrement signer au FC Barcelone. On a l'impression qu'en 20 secondes, pareil, que Griezmann revient à la jeunesse, c'est-à-dire il doit faire ses preuves alors que c'est pas parce qu'il est français, mais il est champion du monde, il fait 2 finales de Coupe d'Europe, il est champion d'Europe avec Atlético en 2018, sa carrière elle est derrière lui. Comment ça se fait de revenir comme ça là il y a Messi. Je peux vous répondre que ça. Il y a Lionel Messi au-dessus et je pense que c'est le seul joueur qui est au-dessus de tout dans le monde et c'est lui qui dirige au FC Barcelone, donc c'est pour ça qu'il passe derrière. Voilà. Et Antoine Griezmann au Barça, c'est une erreur de casting. Qui passe derrière Messi, d'accord, mais c'est oui, mais Messi l'a dans le nez, donc à partir de là, c'est lui qui régit tout ça et il doit partir du Barça. C'est une erreur de casting et oui, mais qui va l'acheter à ce prix-là à 29-30 ans, voilà. Peut-être la bonne idée pour le PSG. Paris, ouais. Exactement. Merci messieurs, merci à Coraline à la réalisation, merci à vous messieurs. Bonnes vacances Lucas Serdic. On se retrouve en septembre prochain et à lundi dans Sportez-vous bien pour la dernière de la saison. À lundi.